Monsieur le maire, monsieur Francis Rocard, mesdames, messieurs les élus, chers amis, mesdames et messieurs, je vais commencer cette conférence par une chronique intimiste. Ce matin, n'ayant plus sommeil, je me suis réveillé. M'ennuyant au lit, je me suis levé. La faim me tenaillant, je suis allé manger. Puis, prenant mon petit déjeuner, j'ai dépouillé, ça c'est la modernité, mes mails, afin de regarder s'il convenait que j'intervinsse sur telle ou telle question liée à mes fonctions de président d'université, voire même si mes intérêts particuliers étaient en jeu, si l'on ne me faisait pas une proposition qu'il m'eût été difficile de refuser. Et puis cela étant fait, et avant de commencer cette conférence, main dans la main avec mon épouse, nous sommes allés nous promener sur le port de Saint-Tropez. Et en revenant, nous nous sommes attroupés à un petit groupe, ma foi, nous-mêmes et deux dames, devant un spectacle qui nous bouleversait légèrement. Il y avait dans une bouche d'égout, sous une grille, emprisonné, comme derrière des barreaux, un chien qui soit s'était fait piéger là tout seul, soit y avait été placé par des enfants, puis ensuite était emprisonné. Et face à ce spectacle, aucune de ces dames, ni moi-même, n'avons hésité un seul instant sur le fait qu'il convenait que nous agissions. Alors même que notre intérêt était nullement en jeu. Personne, je vous le dis, mais j'aurais pu, et normalement je n'aurais pas dû vous le dire si cette conférence n'avait pas suivi, personne ne devait rien en savoir, si bien que notre réputation n'était pas en jeu. Cela ne faisait pas partie d'un plan de communication. Et néanmoins, un phénomène nous indiquait que l'action qu'il convenait que nous menions était celle-là. Si je cite ces éléments, c'est en quelque sorte pour introduire cette discussion sur ce que sont les éléments, les déterminants de notre choix lorsque nous avons un éventail de possibilités entre lesquelles il faut que nous décidions de nous arrêter sur l'une d'entre elles. Je l'ai dit, en règle générale, nous le faisons suivant notre intérêt, suivant également l'optimisation de la recherche de nos plaisirs. Si ce matin je suis allé me promener sur le port, c'est que, avec la douceur tropézienne du temps, le ciel clair, j'en éprouvais un très vif plaisir. Et je cherche à optimiser mon intérêt. Nous autres, Homo sapiens, nous avons la capacité inouïe d'investir notre intelligence, nos capacités mentales, nos capacités cognitives, comme l'on dit, pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire faire le meilleur choix en fonction de nos intérêts et optimiser nos plaisirs. Et puis, et l'exemple que j'ai donné vécu de ce chien qu'il fallait délivrer, chacun d'entre nous, se renfermant un peu en lui, pourrait trouver 1000 situations de cet ordre. Chacun d'entre nous, par moment, se trouve confronté à une situation à laquelle il ne peut pas répondre en appelant à son intérêt, à la recherche au moins directe de son plaisir. Je dis direct, parce qu'en réalité, sans doute, aussi bien les deux dames qui étaient là que ma femme et moi, avons ressenti une satisfaction intérieure de la bonne action que nous avons réalisée. C'est-à-dire que, bien entendu, il n'y a pas déconnexion complète entre l'action bonne et le plaisir que l'on en ressent, qui en découle. Si on avait un sentiment extrêmement désagréable chaque fois que nous agissions bien, eh bien, sans doute, on n'agirait pas bien. Il n'empêche que l'action humaine, la décision humaine,
ne peut pas dépendre uniquement de la poursuite de son intérêt et de l'optimisation de son plaisir. Cet élément-là est celui où intervient une question ô combien discutée aujourd'hui, et que je discuterai par conséquent, qui est celle de la morale et de l'éthique. Je m'expliquerai sur cette dualité des termes. L'éthique dont vous avez parlé, sans doute, malheureusement je n'ai pas pu être là à vos débats, et l'éthique dont je parlerai découle immédiatement de cette introduction que j'ai faite. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'ensemble des réflexions sur ce qu'est l'action bonne, la vie bonne, pour paraphraser Aristote, et sur les valeurs qui les fondent. Je veux dire que, reprenant mon exemple de ce matin, j'ai réfléchi à ce qu'il convenait que je fisse face à cet animal piégé, et en même temps, et c'est beaucoup plus compliqué, naturellement, et parce que je suis ainsi fait, je ne peux pas agir sans me poser la question de ces ressorts qui m'ont fait agir, je me suis demandé pour quelle raison il me semblait évident qu'il fallait que je délivrasse ce chien. L'éthique, c'est la réflexion sur l'action bonne et la capacité à expliciter les valeurs que l'on a retenues, au nom desquelles on décide de s'engager ainsi. Dans le domaine scientifique, dont maints exemples ont été donnés, notamment biologique et médical, le champ de la bioéthique, cette réflexion éthique prend en général la forme d'une tension éthique, de l'exigence de résoudre un dilemme éthique, de l'ordre de ce dont je vais parler. L'évolution des connaissances et des techniques aboutit à ce que je sois dépositaire d'un nouveau savoir et d'un nouveau pouvoir sur vous-même, sur vous, mesdames, sur vous, messieurs, sur vos enfants, ou alors sur votre environnement qui a de la valeur pour vous. Et je me pose la question, user de ce pouvoir, est-ce l'action bonne, ou alors une telle action serait-elle mauvaise ? Parfois, la réponse est évidente. Si l'application de cette action vous menace, vous handicape, vous tue, certainement, je n'ai pas à aller chercher plus loin, l'action est mauvaise. Mais bien souvent, et vous en avez eu des exemples au cours de ces 3 journées, bien souvent, tel n'est pas le cas. Il y a un vrai dilemme. On vous a parlé de l'embryon, par exemple. Et l'on peut, avec la même bonne foi, indiquer la raison pour laquelle la recherche sur l'embryon doit être interdite et la raison pour laquelle il ne serait pas fondé en raison d'interdire la recherche sur l'embryon. Je vais m'essayer des 2 démonstrations. Dire qu'un embryon n'est qu'un grumeau de cellules est singulier, puisque ce grumeau de cellules deviendra éventuellement une personne et que toute l'action de l'éthique consiste à en préserver la valeur. Or, il est constant dans la pensée humaine et dans l'action humaine que le début d'un processus prodigieux profite quelque peu de la considération que l'on a pour ses prémices, et par conséquent, en tant qu'il est le prémisse éventuel d'une personne, l'embryon ne peut pas être chose banale. Et comme il n'est pas chose banale, on ne peut l'utiliser comme matériel expérimental. J'imagine que vous avez trouvé que mon propos n'était pas totalement absurde. Mais maintenant, je vais vous expliquer aussi bien que, certes, l'embryon est le début d'une vie humaine. Cela étant dit, cela n'est pas une raison suffisante pour le disqualifier d'être objet de recherche. Autrement, il n'y aurait pas de recherche médicale. La recherche médicale opère à tous les âges de la vie humaine, et ce serait tout à fait étonnant que le seul âge de la vie humaine sur lequel il soit interdit de mener de recherche fût l'âge embryonnaire. Et à l'objection évidente qui est qu'en règle générale, lorsque je fais de la recherche médicale sur une personne qui est déjà née, j'essaye, en général j'arrive,
de ne pas l'envoyer à de Patresse, alors que l'embryon, justement, c'est ce que je ferais. Je le détruirais. Oui, mais, j'ajoute dans ce cas-là, vous savez, lorsque dans l'étreinte amoureuse, un homme et une femme aboutissent à ce que des embryons soient fécondés, 2 sur 3 au moins ne sont jamais des bébés. Le destin normal d'un embryon fécondé est de n'être jamais un bébé. Et c'est à peu près une proportion similaire que l'on retrouve dans les techniques d'assistance médicale à la procréation. Et personne et aucun ecclésiastique, et je me suis entretenu de cette question directement avec les autorités vaticanes à Rome, personne ne m'a jamais convaincu que ce serait mieux reconnaître la singularité, la potentialité d'humanité de l'embryon humain que de le laisser pour une pseudo-éternité dans l'azote liquide ou de le tuer d'un coup sec par réchauffement, plutôt que de l'impliquer dans une recherche au cas par cas, dont on attend une amélioration des connaissances avec les bénéfices que pourraient en tirer des personnes, soit infécondes, soit souffrant de différentes maladies dégénératives. Donc 2 discours, l'un qui aboutit à ce que il faille considérer l'embryon comme un objet dont la singularité nous empêche de l'employer en tant que matériel expérimental, et l'autre qui enlève toute justification à l'interdiction de la recherche sur l'embryon, dans certaines conditions. L'éthique, ici, consiste à dire qu'est-ce que l'on privilégie, et surtout au nom de quoi. Au nom de quelle valeur explicite on privilégie telle ou telle solution. Exposer ce que je viens de faire, c'est avoir mangé mon pain blanc le premier, car j'ai fait le plus facile. Maintenant, la grande question, qui en réalité est celle qui donne sens ou non à notre débat de ce dimanche matin. La grande question est, existe-t-il des valeurs partagées permettant de fonder la définition d'une action bonne et partagées au point qu'un débat éthique soit possible, et même entre des cultures différentes? Ou alors, l'éthique est-elle une notion profondément individuelle, chacun se réclamant de valeurs singulières, de telle sorte que s'il n'y a plus de valeurs partagées, tout débat éthique ne devient que la juxtaposition des raisons d'agir et ne peut aboutir à un consensus et ne peut aboutir en particulier au fait d'arrêter des lois de bioéthique. Aujourd'hui, en philosophie morale, la grande majorité des philosophes seraient partisans du caractère absolument relatif de l'éthique. Et ils ont quelques arguments pour ce faire. Ils nous disent « ce qui est bien au-delà des Pyrénées ne l'est pas en deçà ». Ils nous rappellent que dans certaines contrées d'Amérique du Nord, avant Christophe Colomb, avant la colonisation, la haute valeur morale du guerrier consistait, après avoir tué son ennemi, de lui découper la tête, de l'enfumer pour la réduire et d'en orner l'entrée du tipi, alors que si M. le maire faisait la même chose avec ses adversaires politiques, il aurait quelques soucis à faire pour sa réélection. Donc l'on voit bien qu'effectivement les règles morales sont extraordinairement diverses suivant les cas. C'est vrai dans le domaine de la sexualité, l'érotisme le plus inventif est une manière de chanter la gloire de la nature et des divinités dans l'hindouisme du XVIe, XVIIe siècle, celui du Kama Sutra, alors que la fornication est le mal absolu entre le XIXe et le XXe siècle de nos sociétés bloquées. Et pourtant, je crois que c'est un faux semblant. Selon moi, c'est un faux semblant. Il existe bien des valeurs potentiellement universelles, partagées, qui peuvent fonder la réflexion éthique. Je vais essayer de vous en convaincre. Tout d'abord, avec vous, je vais faire une expérience de pensée.
Imaginons comme cela que, en effet, les valeurs morales, celles qui se réfèrent au bien et au mal, soient caractéristiques d'une culture, d'une religion, d'une philosophie, d'une époque. Alors un récit en appelant à des valeurs morales qui serait issu d'une civilisation extrêmement éloignée de la nôtre, de temps très anciens, ce récit devrait nous être totalement inintelligible, au moins quant aux références morales. Tentons l'expérience. Et pour qu'elle soit probante, allons droit à l'extrême, prenons la mère de tous les récits, le récit de Gilgamesh. Vous ne pouvez pas trouver plus vieux. Sans doute, en écriture précunéiforme, il s'agit de la transcription écrite, la première transcription écrite, dans la première écriture qui soit apparue au monde, de récits traditionnels du croissant fertile entre le Tigre et l'Euphrate. Tout le monde, forcément, parce que comment peut-on vivre sans avoir lu le récit de Gilgamesh? Tout le monde a lu le récit de Gilgamesh, néanmoins je vous en rappelle quelques données. Gilgamesh est un être un peu surnaturel. Il est le roi de la ville d'Ur. Il est maire en quelque sorte, mais un maire beaucoup moins bénévolent, beaucoup moins doux que le vôtre. Il est tyrannique. Et en particulier, il exige d'appliquer un droit de cuissage sans aucune exception. Il veut déflorer les femmes avant qu'elles ne se donnent à leur époux. Et comme il est doué d'une vigueur peu commune, il y parvient fort bien. Les dieux s'en offusquent. Et afin de mettre fin à ce scandale, ils décident de lui opposer un adversaire à sa mesure. Comme il n'existe pas dans le monde des humains, il le fabrique, il le façonne. Avec de la glaise, il façonne Enkidu. Et il lui donne vie. Une petite digression, bien évidemment, c'est le texte ancestral du mythe de la création de l'homme et de la femme par Yahweh au Jardin d'Éden. Enkidu, cela dit, et là on retrouve aussi un élément qui va être repris par le livre, par la Genèse, Enkidu a la vie, il a la vigueur, mais il n'est pas humain. Pourquoi n'est-il pas humain? Il ne l'est pas parce qu'il n'a pas été humanisé dans une société d'hommes ou de femmes. Et les dieux s'en rendent compte, il faut que ce soit un humain qui aille affronter Gilgamesh. Alors, il confie à un groupe de femmes le soin de l'humaniser. Dans le cas d'Adam, après qu'Adam a été créé, on crée Ève. Et Adam et Ève doivent coexister pour que leur couple accède à une certaine humanité. Ces femmes sont des péripatéticiennes, des femmes prostituées. Et donc ces femmes prostituées humanisent Enkidu parce que rapidement elles le regardent comme un homme, ils les regardent comme des femmes, ils se voient comme cela l'un l'autre, et ainsi Enkidu accède à toutes les potentialités de cette humanité-là. Alors il va défier Gilgamesh. Ils se battent sous les murailles de la ville d'Ur pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits, mais comme ils sont d'égale vigueur, aucun ne l'emporte. Jusqu'à ce que, épuisés l'un et l'autre, ils s'affaissent. Ils se regardent, ils n'en peuvent plus. Et alors ils se prennent d'affection, d'amitié l'un pour l'autre. Et ils décident de cesser de se battre et d'aller parcourir l'un avec l'autre le vaste monde. Et là, il leur arrive 1000 aventures. Ils défendent la veuve et l'orphelin. Ils
interviennent lorsqu'il y a des injustices. Et je ne sais d'ailleurs plus du tout pourquoi, il arrive au cours de cette épopée qu'Enkidu déplaise aux dieux, ses créateurs, qu'il l'affecte d'une maladie extrêmement cruelle, amenant à son dépérissement progressif et douloureux. Et Gilgamesh accompagne Enkidu. Il essaye de soulager ses maux, de lui apporter la chaleur de son amitié. Il lui tient la main jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle. Il l'ensevelit. Et après, il communie dans la mémoire de Gilgamesh. Alors, dans ce texte écrit il y a 5500 ans environ, ou 5000 ans, on voit que le droit de cuissage et la tyrannie, c'est pas bien. Nous, on n'a pas de difficulté, pour nous non plus. On voit que défendre la veuve et l'orphelin, c'est bien. Ben pour nous aussi, on n'a pas de difficulté. On voit que la fidélité en amitié, qu'accompagner quelqu'un qui souffre, lui tenir la main, a une valeur considérable. Nous nous y retrouvons parfaitement, pour nous aussi. Si bien que cette extraordinaire ancienneté de la référence à des sentiments moraux du bien et du mal, à mon avis, suffit à contre-prouver définitivement cette doxa philosophique moderne selon laquelle il ne faudrait s'arrêter qu'à une notion relative des valeurs morales. Cela étant dit, maintenant, je ne suis pas au bout de mes peines. Parce que si j'observe qu'il doit y avoir des bases d'une pensée morale potentiellement universelle, il faut que je me pose la question de l'origine de cette universalité. Je pourrais très bien considérer que c'est le résultat de cette étincelle de codivinité que nous avons reçue du Créateur. Mais il faudrait pour cela que je fusse croyant, ce qui n'est pas le cas. Je suis d'un agnosticisme d'airain. Le bon Dieu, comme d'autres, je n'en fais pas l'hypothèse. Mais j'admire beaucoup ceux qui en font l'hypothèse. Donc il n'y a aucune agressivité dans mes propos. Donc il faut que je trouve une autre raison pour essayer d'indiquer pour quelle raison on trouve cette universalité. Comme mon ami Jean-Claude Ameisen, qui est là quelque part dans la salle, je suis un darwinien pur jus. Et comme le disait Théodosius Dobzhansky, dans tout ce qui touche la vie, les formes d'expression de la vie, la biologie, rien n'a de signification si ce n'est en regard de l'évolution. Donc, pour moi, l'agnostique évolutionniste, moniste darwinien, si je vous propose qu'existe une base universelle à la pensée morale, il faut que je sois capable de vous indiquer ce qu'elle est. Le puis-je? Oui, je le peux. Je vais essayer. Je cherche une dame. Voilà, la dame à droite ici va m'aider dans ma démonstration. Oui, c'est vous, madame, dont je parle. Pour que moi je vous parle comme je vous parle ce matin, avec amitié, plaisir, avec des clins d'œil, pour que vous m'écoutiez, je l'espère sans trop de désintérêt, en tout cas vous êtes venus. Il y a deux conditions indispensables. La première, c'est que nous ayons, vous et moi, hérité d'un génome humain. Si vous aviez hérité, si j'avais hérité d'un génome de chimpanzé, nous serions une assemblée de chimpanzés. Il n'y a pas de doute. Donc, la nature humaine de notre potentiel génétique est indispensable à ce que cette conclusion des mystères de Saint-Tropez se déroule. Mais ça ne suffit pas. Si, dès votre naissance, vous aviez été sauvé d'un cataclysme effroyable, tuant tous les humains, et que seule une société animale vous avait permis de survivre, vous savez que cela existe, c'est ce que l'on appelle les enfants sauvages, qui ont été trouvés
menacés d'une mort certaine après l'abandon par leurs parents, par leurs géniteurs, par des animaux. C'est le mythe de Mowgli dans le livre de la jungle de Kipling. Ces enfants sauvages, dont une vingtaine de descriptions à peu près correctes existent dans l'histoire, ont un intérêt considérable. Parce qu'ils montrent que des petits hommes ayant hérité d'un génome humain, c'est-à-dire génétiquement des potentialités intellectuelles et mentales, pour être des femmes et des hommes prodigieux, maire d'une ville comme Saint-Tropez, président d'université, présidente d'université, professeur de philosophie, que sais-je encore, n'ayant pas été façonnés par une économie intellectuelle et affective humaine, ne peuvent absolument pas accéder à ces qualités-là. En 1920, 2 petites filles au Bengale ont été trouvées dans cette situation, qui sont très connues, et dont la description en témoigne. L'une d'entre elles avait 8 ans, et elle se tenait à peine debout. En règle générale, elle restait à 4 pattes. Elle lapait le liquide directement. Comment vouliez-vous qu'elle fît autrement? Elle avait des onomatopées, et évidemment, elle ne parlait pas. Elle avait peur de la lumière et trouvée, ramenée à la civilisation humaine, elle ne s'est jamais totalement réellement développée. Victor de l'Ardèche était à peu près dans la même situation. Ça veut dire que pour que nous soyons humains, il faut un génome humain et il faut la société humaine. Alors maintenant, je me retourne vers Madame à qui j'ai demandé, comme vous savez, les magiciens qui demandent à un membre de l'assistance de venir sur selle. J'imagine, Madame, que vous et moi, nous sommes les seuls êtres au monde. Tous les autres, je les dissous. Ils n'existent pas. Nous sommes sur la vaste terre, vous et moi, et nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous sommes des enfants sauvages, ou les adultes dérivés d'enfants sauvages. Et puis, ne voilà-t-il pas que nous nous retrouvons? Et alors là, pour la première fois dans votre regard qui me regarde, je vois un être que l'autre regarde comme une personne. Et vous voyez que je vous regarde comme une personne. Vous êtes le miroir déformant mais indispensable, dans lequel je prends conscience de l'unicité du moi. Je suis dans la continuité de mon parcours, je suis celui que vous regardez. Et je vous rends évidemment l'appareil. Nous sommes, vous et moi, en quelque sorte, comme 2 bûches incandescentes. Séparées loin l'une de l'autre dans la cheminée, nous rougeoyons mais ne flamboyons guère. Il suffit de nous rapprocher pour que jaillisse le feu de notre commune humanité. Mais à partir du moment où vous m'avez humanisé à ce point et où je vous ai humanisé à ce point, comment pourrais-je ne pas être amené à penser que vous êtes justifié à vous réclamer des valeurs dont je me réclame, que les droits dont j'ai vaguement l'impression qu'ils me sont dus, ils vous sont dus également. La condition de notre coémergence, à vous et à moi, implique un élément ontologique de l'accession d'Homo sapiens à l'humanité que l'on appelle la réciprocité. Dès lors, si la réciprocité, la capacité à penser la réciprocité, à penser la valeur de l'autre, a une valeur universelle, c'est parce que c'est l'une des 2 conditions ontologiques à l'émergence de l'humain. L'une est biologique et l'autre est relationnelle. Si nous n'avions pas cette capacité, vous ne seriez pas ce que vous êtes, je ne serais pas ce que je suis. Et selon moi, là réside la racine à la capacité de penser une base universelle, celle que l'on retrouve dans Gilgamesh, évidemment. Dans Gilgamesh, qu'est-ce qui est mis en cause dans le caractère mauvais des droits de cuissage? C'est le mépris de l'autre.
de la tyrannie, le mépris de l'autre. Et au contraire, dans le caractère bon de l'amitié, de la défense de la veuve et de l'orphelin, c'est évidemment le sentiment que l'autre est à ce point respectable qu'il convient que l'on s'engageât en sa faveur. Maintenant, je ne suis pas assez naïf, bien évidemment, et si c'était vrai que j'étais naïf et que je pensais cela, le monde me serait inintelligible, pour penser que nous sommes programmés à avoir cette attitude bienveillante envers autrui. Notre monde est un monde qui est dur, qui est cruel, qui est de feu, de fer, de meurtre. Y a-t-il pas une antinomie entre cette ontologie de la capacité à penser la valeur de l'autre et la réalité du monde? La réponse est non, il n'y a pas d'antinomie. D'une certaine manière, ces deux éléments, la réciprocité et au contraire l'inhumanité dans la forme extrême de l'opposition à l'autre, sont les deux aspects d'une même réalité, qui est la dépendance de chacun vis-à-vis de l'autre. En effet, je m'explique. Il y a dans le monde de nature une agressivité animale, une violence animale que l'on connaît parfaitement bien et dont nous sommes les héritiers. L'animal se bat pour préserver sa nourriture, nous aussi. L'animal se bat pour préserver sa femelle, nous aussi. L'animal se bat pour préserver son terrier, son territoire, nous aussi. L'animal se bat lorsque parfois on le défie. Des fois il s'enfuit, d'autres fois il relève le défi, nous aussi. Donc là, rien de particularité dans la violence humaine. Mais il existe trois autres aspects de violence qui ne peuvent exister que dans notre commune humanité. Tout d'abord, imaginons que Madame qui m'a humanisé n'ait pas fait cela, que la première fois qu'elle m'a rencontré, elle m'ait considéré comme un être hideux et abject, ou alors totalement indifférent, qui ne valait pas la peine qu'on s'y arrêtât. Moi, en quête éperdue de son regard humanisateur, ce mépris, je ne le supporterai pas. Et je lui en voudrais de toutes mes forces. Je lui témoignerais une hostilité, je pourrais aller éventuellement jusqu'à la violence. Le mépris est criminogène. La dépendance de chacun vis-à-vis de l'autre aboutit à ce que le mépris est criminogène. Chez l'humain, chez le mammifère humain, pas chez les autres, bien entendu. Un autre aspect, c'est que dans ce vis-à-vis co-humanisant entre Madame et moi, bien évidemment, lorsque je me voyais dans son regard, je me demandais ce que Madame pensait de moi. Et comme je ne suis pas masochiste, si j'en étais capable, j'essayais d'influer la pensée et le regard de Madame de telle sorte qu'il me soit plus favorable. Et sans doute, elle faisait la même chose pour moi. Cette aptitude à penser les représentations mentales d'autrui, cette aptitude à essayer de manipuler les pensées d'autrui, est ce que l'on appelle la théorie de l'esprit. Et la théorie de l'esprit est, sinon l'apanage du mammifère humain, au moins beaucoup plus développée chez l'homme que chez n'importe quel autre animal. Cette théorie de l'esprit, cette aptitude que j'ai à penser la pensée d'autrui, peut amener à, éventuellement, que je m'imagine que monsieur l'adjoint au maire, pour changer de tête de turc, que monsieur l'adjoint au maire pense des choses épouvantables, que ses conceptions du monde, de la vie, du bien et du mal sont un danger considérable. Et donc que je peux éventuellement me mettre à lui vouer une hostilité extraordinaire. Non pas qu'il m'ait fait quoi que ce soit, mais parce que je pense que ses pensées sont mauvaises. Ça, c'est le mécanisme des plus grands massacres, bien évidemment, de l'humanité. On tue parce que l'autre a une religion différente, parce que l'autre a des valeurs différentes,
parce que l'autre, qui ne vous a jamais menacé, est considéré comme effroyablement menaçant uniquement par ses pensées mêmes. Ça, c'est une violence qui dépend directement de la dépendance de chacun vis-à-vis d'autrui. Et puis, le troisième mécanisme qui explique la typicité de la violence humaine. Imaginons une frêle et belle jeune femme qui se promène comme cela en Afrique, à côté de l'hacienda, de la villa de ses grands coloniaux de parents, au bord du Marigot. Malheureusement, elle a été imprudente et un crocodile survient qui la happe et la dévore. C'est extrêmement désagréable, mais on ne peut pas dire que le crocodile soit un mauvais crocodile. Il est simplement crocodilesque. Il exprime sa nature. Il peut se faire également que ma belle et frêle jeune fille rencontre 3 soudards plus ou moins avinés, qui se mettent à abuser d'elle, jouer d'elle, la martyriser et, in fine, la tuer. Le crocodile n'est pas inhumain, car seul l'humain peut être inhumain. L'inhumanité est une des caractéristiques absolues de l'humanité. C'en est l'un des apanages, en quelque sorte. En revanche, nos 3 criminels sont inhumains. Et dans ce mécanisme de l'inhumanité, il y a sans doute, et on le rencontre très bien chez certains pervers, il y a sans doute la profonde conscience du mal que l'on fait, de la terreur que l'on inspire, de la douleur, de la souffrance que l'on afflige, dont on afflige la victime. Mais ça, c'est un élément de jouissance. Jouir de la peur, de la détresse, de la souffrance qu'on inflige, seul l'homme peut en être capable, car seul il peut penser les pensées d'autrui. Donc, cette interdépendance de notre humanité pour exister est à l'origine aussi bien de cette capacité à penser la réciprocité qu'aussi de certaines formes les plus éminentes de la violence humaine. Voyons voir maintenant si cette construction intellectuelle me permet de m'affronter à tous ces graves problèmes que vous avez abordés durant ces 3 jours. Au cours de ces 3 jours, vous avez parlé d'éthique, vous avez parlé de société, vous avez parlé d'économie. Nous allons essayer de balayer rapidement un peu tout cela. Tout d'abord, le principe de réciprocité permet très aisément de retrouver les 4 racines de la pensée éthique traditionnelle. L'autre auquel je suis lié par une relation réciproque, je considère qu'il doit être autonome parce que je suis très attaché à mon autonomie. L'autonomie consentie est une conséquence évidente de la réciprocité. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Imaginons que hier soir, je me promenais également sur le port, sur la jetée, en voyant les beaux yachts. J'ai vu quelqu'un tomber à l'eau. Il n'aurait pas suffi que je respectasse son autonomie pour avoir une action bonne. On attendait de moi que je me saisisse d'un bout et que je lui lance ou une gaffe pour essayer de le tirer de ce mauvais pas. Parce que si j'étais dans son cas, j'aimerais qu'il fît de même. Par conséquent, la solidarité, la bienveillance, la non-malfaisance sont également des conséquences tout à fait évidentes de cette notion de réciprocité. Par ailleurs, si je suis persuadé qu'autrui est justifié à se réclamer des droits dont je me réclame, et si dans l'allocation des biens, des moyens, des bienfaits,
moi je reçois tout et elle ou lui ne reçoit rien, évidemment, c'est tout à fait antinomique avec le sentiment de réciprocité, d'où il s'ensuit que le principe de justice est une quatrième conséquence inéluctable de ce principe de réciprocité qui a une valeur ontologique. Est-ce que cette règle, est-ce que ces principes trouvent une cohérence avec l'édification ces derniers siècles et auparavant de nos sociétés? Quelle a été la place de cette pensée, explicite ou implicite, dans les grands phénomènes socio-historiques que nous avons vécus? Essayons de voir un peu cela. Notre société occidentale, quand je dis société occidentale, ça vaut pour l'Europe, pour l'Amérique et aujourd'hui pour une grande partie de l'Asie, occidentale ou occidentalisée, est née de différents phénomènes, ce n'est pas l'objet de ma conférence aujourd'hui, qui a fait naître au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle, ce que j'appelle la société européenne, société occidentale, libérale de progrès. Qu'est-ce que c'est que la société occidentale, libérale de progrès? C'est une société qui va conjoindre une pensée philosophique, économique et une pensée du progrès. Le progrès, très rapidement, je vais définir son édification entre le XVIIe et le XVIIIe siècle par 3 citations et une référence. Les 3 citations que je vais mettre bout à bout pour faire plus court. Au tout début du XVIIe siècle, un homme politique, chancelier d'Angleterre, Francis Bacon, pour la première fois énonce ce qui est aujourd'hui pour nous une absolue évidence. Il nous dit le savoir et pouvoir. Auparavant, jamais dans l'histoire de la pensée humaine, l'on avait voulu mobiliser le savoir afin d'accroître le pouvoir humain. Parfois cela avait été le cas, mais jamais cela avait été la finalité. Ni dans l'humanisme gréco-latin, ni évidemment durant toute la période scolastique, ni dans les renaissances islamo-andalouses, puis italiennes, européennes, ces renaissances, comme le nom l'indique, n'ayant pour vocation première que de retrouver les siècles bénis de l'Antiquité gréco-latine. Le savoir et pouvoir. Quelques années après, René Descartes ajoute, le savoir et pouvoir, pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire que le savoir va permettre à l'homme, en permanence, de tirer de la nature, du monde en règle générale, ce qu'il veut produire afin d'optimiser son intérêt. Or, Blaise Pascal, encore quelques années après, au XVIIe siècle, dira « Toute la suite des hommes, pendant le cours de tant de siècles, est comme un seul homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. » Il s'ensuit que toute la suite des hommes est de plus en plus savant, mais comme le savoir et pouvoir, est de plus en plus puissant. Chaque génération verra émerger des femmes et des hommes dont le savoir et le pouvoir technique croîtra. Maintenant, la référence qui apparaît au XVIIIe siècle, qui fonde l'optimisme du progrès, parce que jusqu'à présent, ce qui s'est établi, c'est l'efficacité du progrès, non pas l'optimisme, non pas que le progrès soit forcément bon pour l'homme. L'optimisme du progrès vient de la juxtaposition à ce mécanisme de l'efficacité du progrès, mobilisation du savoir pour accroître sans discontinuité le pouvoir,
adjonction par conséquent de l'optimisme socratique pour lequel la vérité, le vrai, conduisait au bien. Il n'y avait pas de différence de nature entre le vrai et le bien. Seul celui, pour Platon, Socrate, qui ne connaissait pas la voie bonne, pouvait pas patauger dans le marécage de l'obscurantisme mauvais. Et quand Socrate, cité par Platon, mis en scène par Platon, dit cela, il ne pense pas simplement à la vérité de la connaissance de soi-même. L'injonction socratique « connais-toi toi-même » existe naturellement, mais ce n'est pas ce dont parle uniquement Platon-Socrate, puisque dans un dialogue philosophique extrêmement célèbre que l'on appelle Protagoras, on voit bien qu'il pense aussi à la vérité dans sa liaison avec la technique. Je n'ai pas le temps de vous citer cet épisode. Tout un paralogisme, ou un sophisme, un paralogisme plutôt, se met en place alors, qui consiste à dire que, bien entendu, la clarté de la vérité est préférable moralement à l'ignorance, à l'erreur, au mensonge. Donc, la vérité est bonne en soi. Et puisque la science, puisque le savoir, qui est le fruit de la vérité, conduit au pouvoir, le pouvoir doit être bon lui aussi. Et il doit être garanti d'amélioration du sort de l'humanité. Ce faisant, bien entendu, le progrès vu ainsi, implicitement en tout cas, revendique une profonde dimension éthique, puisqu'il devient la mobilisation de tous les progrès particuliers, le progrès des connaissances, le progrès des techniques, le progrès de l'économie, est une garantie d'une amélioration continue des conditions d'épanouissement de l'humanité. Nous reverrons que c'est d'abord cet optimisme qui apparaît aujourd'hui naïf, et d'autre part, à travers cette naïveté, c'est là l'un des mécanismes de la crise que nous connaissons aujourd'hui, qui est la crise du progrès. Le fait qu'un nombre croissant de personnes ne soient pas si persuadées que cela, que le progrès des connaissances et des techniques soient les garants inéluctables d'amélioration du bonheur humain. L'autre mécanisme, très lié au progrès, c'est donc la pensée philosophique et économique. Là encore, ce pourrait être l'objet d'une conférence en soi, je suis obligé de faire extraordinairement bref. L'histoire de la vie économique du monde est très ancienne. Le mercantilisme, le capitalisme, certaines formes du capitalisme existaient dans l'Antiquité. Les Phéniciens ont typiquement une politique mercantile. Les banquiers lombards, les banquiers juifs, les banquiers florentins accumulent des capitaux et connaissent le pouvoir de l'argent. Lorsque, au XVIe siècle, l'or d'Amérique se met à inonder l'Europe et que, en conséquence, une inflation extraordinaire survient avec des troubles économiques considérables, amène notamment des dominicains à très bien percevoir les relations qu'il existe entre la monnaie, les liquidités et toute la vie économique. Toute cette pensée est extrêmement ancienne. Ce n'est pas ça qui naît au XVIIe siècle. Ce qui naît au XVIIe siècle, c'est l'intégration de toutes ces références de la vie économique ancienne dans une pensée qui est anthropologique et philosophique. Et au départ, qui est profondément une pensée pessimiste. C'est une conversation que nous avions à table hier soir. Cela commence par la vision très pessimiste d'un philosophe anglais, Hobbes, qui nous dit que l'homme est un loup pour l'homme, chacun étant en compétition les uns avec les autres, et que dépasser cette rivalité de tous les moments exige de déléguer le pouvoir de chacun en le Léviathan, le souverain général, qui fera naître l'harmonie, donc pessimisme sur la nature humaine et obligation, en quelque sorte, d'un despotisme éclairé, dirait-on, le Léviathan de Hobbes. Pessimisme également des économistes qui considèrent que
les acteurs économiques, pour l'essentiel, ne poursuivent qu'un but, qui est la satisfaction de leur intérêt. En 1750, un Anglais, Bernard Mandeville, pour moi, énonce l'une des phrases les plus importantes pour penser le fondement du libéralisme économique moderne. Il dit dans La fable des abeilles, les vices privés font les vertus publiques. Et quelques années après, vient un être étrange, un être, je dirais, schizophrène. Cet être étrange, schizophrène, s'appelle Adam Smith, qui est considéré en règle générale comme le vrai fondateur du libéralisme moderne. Adam Smith est d'abord un moraliste. Et il écrit un ouvrage vers 1758, 1750, 1758 ou 56, je ne me rappelle plus exactement, qui s'appelle « De la nature des sentiments moraux ». Dans cet ouvrage extrêmement important, Hobbes m'apporte une réponse à la raison pour laquelle ce matin j'ai contribué à délivrer mon pauvre chien emprisonné dans cette bouche d'égout. Hobbes me dit qu'il y a en chacun d'entre nous un observateur impartial qui nous regarde agir et qui porte un jugement sur notre action et qui est capable ensuite d'entrer en dialogue avec nous. La conscience, Jimmy Cricket de Pinocchio, en quelque sorte. Et que cet observateur impartial explique la propension des femmes et des hommes, la capacité des femmes et des hommes à porter un jugement moral sur leurs actions. Une pensée très moderne et dont il faut vraiment se ressaisir, qui apporte beaucoup à notre propre réflexion. 20 ans après, c'est un autre Adam Smith qui, dans son deuxième ouvrage le plus connu de loin, fera très peu référence au premier. Cet ouvrage, c'est De la prospérité des nations et c'est le fondement véritablement du libéralisme économique. Adam Smith reprend le pessimisme fondamental de Hobbes, de Mandeville. Il reprend également le pessimisme d'un philosophe immense qui est son ami intime, avec lequel il échange, un contemporain, qui est David Hume, un Anglais des Lumières écossaises, un Écossais. Pour David Hume, comme pour Hobbes sous une forme un peu différente, mais la richesse de Hume est, à mon avis, bien plus grande que celle de Hobbes. Il faut considérer dans le mammifère humain avant tout le mammifère, c'est-à-dire un être qui est doué de capacités mentales et intellectuelles remarquables et qui ne fait qu'utiliser ses capacités intellectuelles et remarquables et sa puissance mentale pour optimiser la poursuite de son intérêt et de ses plaisirs. La conscience humaine est une ruse de l'esprit à la poursuite de la satisfaction de ses besoins et de ses plaisirs. Voilà profondément ce qu'est la pensée de Hume, et voilà profondément ce qui est la pensée à la base de la théorie du libéralisme économique. Cela dit, cette pensée pessimiste place le moraliste Adam Smith devant une contradiction. Comment penser une société heureuse et prospère dont les membres sont des êtres aussi médiocres, gloutons et cupides? Et c'est là qu'interviennent des références implicites, non explicites, d'Adam Smith économiste à Adam Smith moraliste. Adam Smith nous dit, si l'on veut la prospérité des nations, le bien des nations, par exemple, Monsieur le maire de Saint-Tropez veut absolument que les Tropéziens aient du bon pain. Alors il hésite entre deux stratégies. Soit prendre un arrêté municipal enjoignant les 3 ou 4 boulangers
qu'il a laissé s'installer dans la ville, de faire du bon pain en leur donnant des recettes, et il vérifiera que ces recettes sont appliquées. Première possibilité. Deuxième possibilité, on va les mettre en concurrence. Et c'est le consommateur qui choisira. Celui qui fera un meilleur pain que les autres réjouira le consommateur. Certes, les autres feront faillite, mais ils seront remplacés de toute façon. Et ainsi, la recherche individuelle de son intérêt mue par la cupidité du boulanger sera le meilleur garant de la satisfaction du public. Premier élément de la pensée libérale. Comme mu par une main invisible, en quelque sorte, cela aboutira à une distribution des bienfaits dans la société. Deuxième élément fondamental, Adam Smith n'est pas dupe. Et en particulier, il sait très bien qu'un mécanisme de progrès économique qui est fondé sur la compétition et donc sur la victoire et la défaite crée des inégalités considérables entre le vainqueur et les vaincus. Or, la référence implicite à Adam Smith moraliste rappelle à Adam Smith que l'homme a une réelle intolérance à ce qu'il y a d'insupportable dans l'excès des inégalités, l'injustice, les inégalités, que l'indignation, dirait-on aujourd'hui, que l'on ressent à cela peut amener à perturber le doux commerce dont parlait Montesquieu, et donc bouleverser ce système. Donc, à côté de cette libre compétition, fondement de la pensée libérale, il y faut un libéralisme économique, un libéralisme politique, qui est celui qui a surtout été développé par un autre philosophe anglais, John Locke, et également par Montesquieu en France, quelques autres, de telle sorte que les mécanismes de la société permettent à la protestation qui monte en réaction à ce qu'il y a d'insupportable dans les inégalités, aboutissent à la capacité d'induire des changements régulateurs, de telle sorte que le système soit en permanence autocorrecteur. Au fil des ans, on se rend compte d'une autre complication du système libéral. Cette autre complication est que la victoire des meilleurs sur les moins bons aboutit nullement à l'équilibre et donc à la poursuite de la libre compétition. Ça aboutit au monopole, inéluctablement. Le mécanisme naturel aboutit au monopole et à la concentration, pour l'essentiel, au moins à l'oligopole, sinon au monopole. Et c'est surtout Marx, le siècle suivant, qui développera bien évidemment cette idée. Si bien qu'il apparaît que depuis l'origine, la condition sine qua non de fonctionnement de ce système, qui a une visée humaniste, puisqu'il considère que malheureusement l'homme est comme cela, mais que le but est tout de même la prospérité des nations et l'épanouissement des personnes, et donc il faut créer une société qui fonctionne. La condition par conséquent d'opérabilité de ce système, c'est un régulateur et un régulateur public. Un régulateur qui soit capable de faire connaître ce qu'est l'intérêt public. Cet élément est fondamental. Au même titre que la libre compétition, le régulateur public est la référence à l'intérêt public et la condition sine qua non d'opérabilité de la pensée libérale. La référence à l'éthique va de soi dans ce que je vous ai raconté là. Le progrès, sans imaginer le mécanisme, mais imagine que cette mobilisation de la connaissance, de la technique et des finances est le moyen d'aboutir à l'épanouissement maximal de l'homme. Condorcet dira que le progrès est la marche de l'humanité d'un pas ferme et sûr sur la route de la vérité, du bonheur et de la vertu. Sartre disait du progrès que c'est la notion
d'une progression continue vers un terme idéal, et donc une profonde pensée humaniste, et par conséquent une réelle pensée éthique, dans le sens que je vous ai dit. Le libéralisme a ses origines, d'une certaine manière, à travers cette vision anthropologique pessimiste, a également une visée éthique et humaniste, puisque malheureusement l'homme est comme cela, eh bien, il faut en passer par là pour assurer la prospérité et l'épanouissement des nations. De ce point de vue-là, et ce n'est pas le lieu que je développe un peu mon idée, ça serait une conférence d'économie et non plus une conférence sur le progrès et sur l'éthique, mais d'une certaine manière, il va de soi que le moment à partir duquel notre système libéral a progressivement et de manière accélérée durant les 4 dernières décennies, a progressivement abandonné toute référence à l'intérêt public et aux régulateurs qui le faisaient valoir, jusqu'à le disqualifier, jusqu'à disqualifier même la légitimité de tous les desseins collectifs, pour ne plus se référer qu'à la valeur de l'autonomie individuelle ou l'autonomie des entreprises, et qui aboutit, par conséquent, à une extraordinaire accroissance des inégalités, de toutes les tensions et frustrations qui vont avec, de la violence qui s'ensuit, et in fine de la situation dans laquelle nous sommes, est une société qui a abandonné la référence humaniste et éthique qui était à l'origine de ses fondements mêmes. Il n'est pas exagéré de dire aujourd'hui qu'en partant d'une construction intellectuelle que l'on peut défendre, notre système économique aujourd'hui, après avoir été amoral, je veux dire, il n'est pas d'ordre du bien et du mal, est devenu immoral, inéthique, puisqu'il s'engage dans des actions dont, très sciemment, la conséquence est une aggravation du sort des personnes, par un accroissement sans aucune capacité d'autocorrection des inégalités, par la non prise en considération de la nature de la terre que nous léguerons à nos descendants. Cette société, incontestablement, est une société qui est devenue immorale et inéthique. Peut-être d'ailleurs est-ce la raison pour laquelle, en réaction à cette évolution, on n'a jamais autant parlé d'éthique, mais que l'on a volontiers tendance à la limiter à des champs et à des domaines qui ne remettent pas en question l'essentiel, c'est-à-dire la conduite du monde et des affaires. Vous pouvez discuter longuement de l'embryon, de la fin de vie, ou d'autres sujets comme cela. De toute façon, peu nous chaud, cela ne changera strictement rien à ce tour qu'a pris l'évolution de notre monde. Néanmoins, bien évidemment, tous ces dilemmes éthiques sont fondamentaux, parce que le monde qui est entraîné dans ce mouvement que j'ai résumé à trop grands traits, forcément un peu schématique, veuillez m'en excuser, ce monde, c'est bien un monde des femmes et des hommes, c'est bien un monde des sociétés humaines. Et si on veut le décrire, il faut en décrire les grandes caractéristiques évolutives économiques, mais il faut en décrire également les grandes évolutions symboliques. Je vais donc m'essayer dans le dernier quart d'heure, je m'étais promis de vous parler pendant environ 1h30, donc dans le dernier quart d'heure que je m'accorde avant de répondre à vos questions, de discuter avec vous, je vais m'essayer à utiliser les arguments cognitifs intellectuels, les bases philosophiques de ma pensée, à de grands sujets éthiques de notre société. Je n'ai pas trop envie, mais je répondrai à vos questions, je n'ai pas trop envie de perdre un peu mon temps sur le statut de l'embryon, la recherche sur l'embryon, les cellules souches. J'en ai une indigestion considérable. Et je ne crois pas que l'essentiel de l'avenir de notre monde soit là.
Mais évidemment, je ne recule devant aucun obstacle et je ne manquerai pas de répondre à vos interpellations à ce sujet. Je vais parler de ce qui fait société et de cette interface entre la société qui a progressivement totalement abandonné l'idée du collectif, qui a progressivement déconsidéré la légitimité de tout dessein collectif, pour ne privilégier que la valeur du respect de l'autonomie des individus et de leurs entreprises, entreprises intellectuelles ou entreprises industrielles et commerciales. Les conséquences sur la considération éthique générale appliquée aux phénomènes sociaux. La contrepartie philosophique, éthique, morale de ce que je vous ai dit est ce que l'on appelle l'éthique libérale ou éthique minimale. C'est l'un de mes très chers amis, et je sais que Mme Perruchon le connaît bien et l'aime beaucoup aussi, qui est en France l'un des plus talentueux défenseurs de cette éthique. Pour Ruwen-Augien, qui est un homme vraiment de très grande qualité et qui apporte beaucoup à la réflexion, ce principe d'autonomie est le seul qui puisse fonder une règle éthique basée sur la réciprocité. La réciprocité se limite pratiquement à respecter l'autonomie de l'autre, et par conséquent, bien entendu, ce que fait l'autre de son autonomie ne saurait me regarder. Et à ce titre, bien entendu, nous n'avons rien à dire de la pornographie, nous n'avons rien à dire de la sexualité, nous n'avons rien à dire de la prostitution masculine ou féminine, car ce sont des manières variées d'exprimer son autonomie. Et cette pensée s'étend à peu près tous les domaines. Le clonage humain reproductif est une liberté qu'un être autonome va mettre en avant, et par conséquent, l'on ne voit pas au nom de quoi la société se mettrait à s'effrayer exagérément de cette possibilité. Voilà ce qu'est le fondement de cette pensée, contrepartie morale et philosophique de l'évolution économique dont je vous ai donné les principales caractéristiques. Essayons de confronter ma propre pensée et celle de Ruwen-Augien à certains des sujets qu'il aborde lui-même. Tout d'abord, la prostitution. C'est un sujet qui est d'actualité puisqu'il y a eu récemment un débat et un vote indicatif quant à savoir si la prostitution devait être mise hors la loi et si l'on pouvait éventuellement s'engager vers la pénalisation des clients. Bien entendu, certaines femmes prostituées, certaines personnes prostituées, il n'y a pas que des femmes, et la pensée de l'éthique libérale, de l'éthique minimale de Ruwen-Augien nous explique, et c'est incontestable de ce point de vue, que moi je peux penser ce que je veux des différents métiers, et de fait, si ma fille venait me voir en me disant qu'elle est médecin pour l'instant, que tout compte fait, elle renonce à la médecine, parce qu'elle a trouvé qu'il était beaucoup plus agréable de servir de son corps et en plus elle gagnait beaucoup plus d'argent en se prostituant, je n'en serais pas très heureux. Parce que j'ai mes préjugés personnels et sans doute je trouverais que ce n'est pas une très bonne décision qu'elle a prise là. Cela étant dit, si ce n'était pas ma fille, en effet, je n'aurais rien à lui dire d'un point de vue moral. Je lèverais les bras au ciel d'un air désolé, mais ce qu'une personne décide de faire de son autonomie et de son corps ne me regarde pas. Je n'ai pas à porter un jugement moral. En tout cas, moi peut-être je peux le faire, mais la société en tant que telle n'a pas à porter un jugement moral sur ce que chacun fait de son propre corps. Sauf que c'est une vision qui ne correspond pas du tout à la réalité. Les personnes prostituées, qui sont des personnes qui ayant à leur disposition un large éventail de possibilités professionnelles et qui ont considéré qu'elles faisaient le choix, en toute connaissance de cause,
de ce métier-là, de devenir un travailleur du sexe. C'est tout de même l'infime minorité. Ou alors il faudrait penser que cette haute exigence d'autonomie, de réalisation de soi, on le trouve avant tout chez les femmes kosovares, chez les femmes nigériennes, chez les femmes ukrainiennes, toutes celles qui sont les esclaves des temps modernes de notre trottoir français. Bien évidemment, ces femmes-là ne sont pas des femmes autonomes, ce sont des esclaves. Elles sont en réalité en butte à la plus implacable des tyrannies, menacées dans leur vie, dans leur autonomie, dans leur santé, dans leur avenir, dans leur dignité, par les besoins financiers, par la conception selon laquelle tout se vend, tout s'achète réellement, et le discours lénifiant de l'éthique minimale est simplement une absence flagrante de solidarité envers 98% de ces personnes qui se prostituent. Une indifférence à leur sort. Indifférence. L'indifférence, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a rien à voir avec ce principe de réciprocité qui fonde ma pensée morale. L'homosexualité, bien évidemment, met en jeu des personnes adultes consentantes qui expriment leur sexualité comme elles le désirent et de fait, ni moi-même ni la société n'a rien à dire sur cette forme particulière de sexualité. Le mariage homosexuel. Le mariage homosexuel pouvait être éventuellement condamné lorsque la raison d'être du mariage, lorsqu'il a été institué, qui est de donner une base robuste à l'établissement d'une famille, demeurait valide. Cela étant dit, ça fait très longtemps que le mariage est totalement déconnecté de la reproduction. Si demain, à 67 ans, j'épouse une dame de 53 ans, ou de 60 ans, pourquoi pas, ou de 67 ans, pourquoi pas, il y a peu de chances que nous nous reproduisions l'un avec l'autre. Et personne n'aura rien à dire sur le fait que nous nous marierons. Donc, la seule limite au mariage homosexuel qui serait que, en effet, il n'a pas de facilité naturelle à aboutir à la procréation, tombe également. Et si, pour mon compte personnel et ayant une certaine expérience du mariage, je suis amené à m'étonner de ce que les homosexuels veuillent également se marier, je trouve que c'est une drôle d'idée pour eux, mais enfin, je leur en laisse la responsabilité et je n'ai strictement rien à dire par rapport à cela. Et je ne vois pas que la société puisse s'y opposer, et au nom de quoi. Homoparentalité. Homoparentalité, nous sommes là dans une situation qui est un peu particulière, un peu différente, puisque il y a le couple homosexuel qui veut un enfant, et puis il y a l'enfant. L'amour d'un homme pour un homme, d'une femme pour une femme, je vous l'ai dit, est un amour admirable comme n'importe quel amour. Et nous ne pouvons que l'observer, le considérer, sans porter aucun jugement. Le fait que cet amour veuille se manifester par l'investissement dans un enfant partagé, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais disqualifier cette pulsion mentale à avoir un enfant au sein du couple. Je ne le vois pas. Les femmes et les hommes peuvent accéder à la parentalité en couple homosexuel par l'adoption. Et pourquoi pas ? La question qui se posait jusqu'à il y a peu de temps, néanmoins, qui fait qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans, prononçant la même conférence, j'eusse été plus hésitant, c'est que jusqu'à il y a 10-15 ans, pour des raisons historiques que chacun connaît, religieuses, l'homosexualité restait stigmatisée. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela, elle a été un délit condamné par la loi. Et elle restait stigmatisée. L'homophobie, elle n'a pas disparu complètement, mais elle faisait vraiment partie de
l'éducation commune des hétérosexuels et de la culpabilisation d'ailleurs des homosexuels. Je dois dire que dans ce domaine-là, les choses ont considérablement évolué. Aujourd'hui, il n'y a pas de village supérieur à 350 ou 400 habitants où il n'y ait pas un couple homosexuel masculin ou féminin vivant au sus de toute la population. D'autre part, assez souvent, on va dire statistiquement, il ne faut pas généraliser, pour des raisons psychologiques et culturelles, le niveau culturel des couples homosexuels est souvent en moyenne plus élevé que celui des couples hétérosexuels, si bien que je ne vois pas qu'il y ait une perte de chance pour un enfant d'être élevé par un couple de deux papas ou de deux mamans. Et je vous l'ai dit, je crois qu'il faudra que la société considère qu'elle ne peut fonder en raison, aujourd'hui, l'interdiction de l'homoparentalité. Maintenant, la question qui se pose est celle de la méthode utilisée de l'homoparentalité. L'adoption, pas de problème. Les femmes peuvent se faire féconder avec un sperme de donneur. Je suis favorable à ce que des femmes célibataires, à ce que des femmes en couple puissent faire appel à l'assistance médicale à la procréation avec un sperme de donneur. Nonobstant, évidemment, l'enquête, la stabilité du couple, ce que l'on fait habituellement pour essayer d'optimiser les conditions d'advenue de l'enfant. Chacun d'entre nous sait très bien que le genre et le sexe fondamental de l'humanité, pas simplement de l'humanité, je dois dire, de la vie, est le sexe féminin. Les femmes, je n'ai pas le temps de vous dire comment, mais les femmes, en fait, peuvent de plus en plus et pourront de plus en plus se passer d'hommes pour procréer. On peut très bien imaginer un monde uniquement féminin n'ayant que des petites filles, certes. Un monde uniquement féminin ne peut avoir que des petites filles, se passant totalement de l'homme en tant que géniteur. J'aime d'ailleurs à évoquer cette perspective parce que je me demande, si jamais on maîtrisait cela, je me demande parfois si néanmoins le genre masculin serait conservé par les femmes aux affaires. Et j'ai la faiblesse de penser que oui, et j'ai le manque d'humilité d'imaginer que si nous étions néanmoins préservés, ce ne serait plus pour notre utilité, mais pour notre attrait propre, et cela me met en joie. En revanche, un monde uniquement masculin ne peut pas exister. Car pour faire des bébés, et encore pour très 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 longtemps, il faut deux éléments dont les hommes sont plutôt dépourvus. C'est un utérus. L'utérus artificiel est loin d'être mis au point. Il ne sera pas dans les décennies qui viennent. Et un ovocyte. Et les hommes aussi ne sont pas terribles pour fabriquer des ovocytes. Donc, si deux hommes veulent un enfant, entre eux, il faut qu'ils fassent appel à une mère porteuse. Et là, la question n'est pas la question de l'homoparentalité masculine, c'est la question des mères porteuses. C'est un dilemme éthique, et je terminerai par celui-là, mon propos. C'est un dilemme éthique puisque l'on peut très bien entendre deux discours. Le premier discours nous dit quelle plus belle forme, quel plus beau témoignage de solidarité d'une femme envers une femme, que pour une femme de permettre à une autre qui ne peut pas porter un enfant de le porter pour elle, de lui faire ce don d'elle-même. Comment voulez-vous disqualifier la grande valeur morale de l'expression de cette solidarité-là? Donc ça, ce discours est parfaitement audible, et ce serait bien dommage d'empêcher cela. Sauf que, là encore, comme dans le cas de la prostitution, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Dans la réalité vraie, il y a en Ukraine, il y a en Inde, il y a maintenant, depuis peu, au Kosovo, des cliniques où des femmes pondent un petit Français tous les ans. Et ces femmes ne montrent pas de solidarité particulière,
elles sont dans une situation telle qu'elles considèrent que cette source de revenus est à peu près l'une des seules qui leur soit ouverte. Et alors ces femmes et ces mères porteuses, ça correspond à 95% des cas des mères porteuses au moins, ces femmes signent un contrat. J'en ai vu des exemplaires. Évidemment, ces mères porteuses s'engagent à ne pas interrompre leur grossesse, même quand la législation de leur pays autorise l'interruption volontaire de grossesse. Elles seraient en rupture avec le contrat. Elles s'engagent à ce que l'on pratique un diagnostic prénatal afin de détecter éventuellement une trisomie 21, et elles s'engagent à accepter une interruption médicale de grossesse en cas d'anomalie chromosomique trouvée, même si, au fond d'elles-mêmes, elles aimeraient que la grossesse se poursuive jusqu'à son terme. Elles s'engagent naturellement à ne pas s'opposer, si le besoin obstétrical s'en fait sentir, à ce que l'on pratique une césarienne ou l'épisiotomie la plus large, et elles s'engagent à remettre cet enfant à la naissance à ses géniteurs. C'est-à-dire que ces femmes reconnaissent que, par contrat, elles sont ramenées 9 mois durant au statut d'utérus artificiel vivant. J'ai dit utérus sur pattes. Que si jamais elles s'éprennent de ce fruit de leurs entrailles qui pousse en elles, alors elles seront dans leur tort et pourront être sanctionnées. Or, pour avoir entendu la description par l'une de mes filles surtout de ce qu'elle ressentait au cours de ses grossesses, quoique je n'ai pas eu la chance immense moi-même de connaître cette expérience, il m'apparaît qu'elle n'est pas neutre effectivement pour beaucoup de femmes. Elle n'est pas neutre. Qu'une connivence importante se crée entre ces femmes et cet enfant qui croit. Et pour ces raisons mercantiles, ramener au commerce habituel ce qu'est cette fonction procréatrice qui est génératrice d'affectivité d'une femme, de son embryon, de son fœtus et de cet enfant, ne me semble absolument pas compatible avec ce devoir de réciprocité dont je fais la base de ma pensée morale. Pour conclure, à ce stade, la question qui se pose est: tout cela sont des belles paroles, ou bien cela a-t-il une vraie opérationnalité pour penser et agir sur le monde tel qu'il est? Parce que vous savez, souvent les débats éthiques sont des débats pour gens cultivés de pays riches qui longuement ne parlent plus du sexe des anges, mais de questions dont dépend assez peu effectivement l'évolution du sort des gens. En réalité, j'inverserai la proposition. C'est-à-dire que si on ne réintroduit pas la valeur éthique fondamentale, qui est la valeur de l'autre, si on ne remet pas la poursuite d'un système social, économique, scientifique, au centre duquel il y a la volonté de garantir ou au moins de préserver les conditions d'épanouissement des autres, ici ceux qui me sont proches et ailleurs ceux que je ne connais pas, aujourd'hui ceux qui sont là et demain ceux qui naîtront et auxquels il convient que je lègue une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine, pour paraphraser le philosophe Jonas. Si la centralité de l'homme, valeur éthique par excellence, n'est pas réaffirmée, alors dans ce cas, mais dans ce cas seulement, je serai pessimiste sur l'évolution de notre monde. Merci.